bonjour. On va voir un exercice sur les machines synchrones. On va essayer de se rappeler de toutes les notions qu'on a vues pendant le cours. D'accord. Donc on commence par lire tout d'abord l'énoncé. Donc on a une machine synchrone tétrapolaire de 10 kVA de tension 127-220 volts, de fréquence 50 Hz. Elle est reliée à un réseau triphasé de tension composée 220 volts, 50 Hz, dont la puissance est supposée infinie. D'accord? Ça veut dire que la puissance de l'alternateur ou bien de cette machine-là, il va être très faible devant la puissance du réseau. Caractéristique à vide à la fréquence du synchronisme. On a relevé la valeur efficace de la tension EV à vide entre phase et neutre, ça veut dire tension simple, en fonction du courant dans le circuit d'excitation, IE. Et on a rempli ce tableau-là. D'accord? On a fait un essai en court-circuit. On effectue un essai en court-circuit symétrique sur les trois phases. On obtient les deux valeurs suivantes. IE, ça veut dire tension lorsque le courant d'excitation est égal à 5,8 ampères. Dans ce cas, le courant de court-circuit dans les phases du stator est égal à 20 ampères. On va supposer que toutes les pertes sont négligeables. Ça veut dire que ici, lorsqu'on lit cette expression-là pour les machines synchrones, ça veut dire que la résistance synchrone, elle est nulle, elle est négligeable. Donc tout d'abord, préciser le couplage du stator. On doit tout d'abord préciser le couplage du stator. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc notre alternateur est caractérisé par une tension 127-220 volts. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que chaque phase du stator doit être soumise à une tension de 120 volts. Or, notre réseau, il a une tension de 220 volts entre phases. Ça veut dire, pour avoir une tension de 127 volts aux bornes de chaque phase du stator, donc on doit le coupler en étoile, donc et non pas en triangle. Donc le couplage ici choisi, couplage étoile. Étoile. D'accord? Ça c'est la réponse à la première question. D'accord? Donc la question suivante, calculer la valeur efficace du courant nominal. Et troisièmement, calculer la fréquence du synchronisme. D'accord? On va faire ces deux questions. Donc la puissance nominale d'une machine asynchrone est égale, triphasée bien sûr, est égale à la racine carrée de 3 U fois son courant nominal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le courant nominal, c'est la puissance nominale sur
sur la racine carrée de 3 fois U, tout simplement. On a dit kVA, 220 volts, et ça va nous donner un courant de 26,27 ampères. Donc ça c'est le courant nominal de notre machine synchrone. La troisième question c'est quelle est la vitesse de synchronisme. La machine elle est tétrapolaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que de P est égal à 4. Ça veut dire le nombre total de pôles est égal à 4. Ça veut dire que le nombre de paires de pôles est égal à 2. On peut facilement écrire la vitesse du synchronisme est égale à 60 F sur P. F est donné, c'est 50 Hz, 60 sur P, donc ça va donner une fréquence de synchronisme de 1500 tours par minute. Donc ça ce sont des questions simples. D'accord. Bon, la question 4, calculer la valeur en ohm puis en pourcent de la réactance synchrone X correspondant à un courant d'excitation qui est égal à 15 ampères. Donc, on fait cette question 4, la réactance synchrone en pourcent puis en ohm, ou bien donc ce qu'on veut. D'accord. Lorsque on va déterminer cette réactance pour cet essai-là, donc lorsque le courant d'excitation est égal à 15 ampères. D'accord. Bon, pour déterminer la réactance synchrone, on doit se référer à l'essai en court-circuit. Donc l'essai en court-circuit. Essai en court-circuit. Or, pour cet essai-là, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Lorsqu'ils ont utilisé un courant d'excitation de 5,8, ça veut dire le courant dans le rotor, le courant continu dans le rotor, on a obtenu un courant de court-circuit dans le stator qui est égal à SCC est égal à 20 ampères. Donc on a utilisé un courant faible pour ne pas griller le moteur. Mais maintenant, supposons qu'on a utilisé un autre courant qui est de 15 ampères comme courant efficace, comme courant d'excitation, pardon. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le nouveau courant de court-circuit qui sera égal à quoi? Est égal à 20 fois 15 sur sur 5, parce que le courant de court-circuit le courant de court-circuit il est proportionnel au courant d'excitation. Dans l'essai en court-circuit, on peut dire que le courant de court-circuit dans le stator, il est proportionnel au courant d'excitation dans le rotor. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça va nous donner ici, c'est contient un courant de court-circuit, bien sûr. On multiplie 20 par 15 et on la divise par 5,1. Ça va nous dire, ça contient 1,72 ampères. D'accord. Donc, on sait également que la réactance synchrone pour une machine asynchrone est égale
la force électromotrice de court-circuit sur le courant ICC de court-circuit. D'accord? On va voir lorsqu'on utilise ce courant d'excitation dans le tableau qu'on nous a donné, les courants d'excitation en fonction du courant de la force électromotrice. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé que dans ce cas, lorsque IE est égal à 15 ampères, la force électromotrice était de quelle valeur? Bon, dans ce cas, E pour ce courant-là de 15 ampères d'excitation est égal à 170,6. D'accord? Si on l'applique ici, on va voir que on aura un X, ça veut dire une réactance synchrone qui est égale à 3,3 ohms. Donc, voici la valeur de la réactance synchrone lorsqu'on utilise un courant d'excitation de 15 ampères. D'accord? On passe à la question suivante. Donc, on nous dit que la machine, lorsqu'il fonctionne à vide, on doit déterminer la valeur de I0, ça veut dire le courant d'excitation, lorsque les courants statoriques sont nuls. D'accord? Donc on va déterminer la valeur du courant d'excitation lorsque les courants statoriques ils sont nuls. D'accord? Ça veut dire donc ici c'est un fonctionnement à vide. D'accord? Bon, les courants statoriques, quand est-ce que les courants statoriques sont nuls? On a E, la force électromotrice, est égale à la tension plus RI, pardon, ici c'est XI, parce qu'on a dit que la résistance, elle est négligeable. R est très négligeable devant X, donc pour cette machine-là. Donc ces pertes-là, ils sont négligeables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça, que les courants statoriques sont nuls? Nul, ça veut dire que X est égal à 0. Ça veut dire que E est égal à V. Or, V, la tension simple, est égale à 127. Si on consulte la caractéristique à vide sur le tableau, on va voir que E est égal à 127 volts, correspond à un courant d'excitation de 8,5 ampères. Donc ça c'est la réponse à cette question-là. Bon, sixièmement, calculer les courants statoriques pour les courants d'excitation successifs 5 ampères et 20 ampères, toujours dans la marche à vide. Dans la marche à vide, on doit calculer les courants statoriques pour les courants d'excitation successifs de 5 ampères et 20 ampères. Donc pour 5 ampères, la force électromotrice est égale à 86,70. Et pour 20 ampères,
la force électromotrice est égale à 190,75. Donc, on doit calculer pour chacun de ces courants-là, dont les CA vides, quels sont les courants statoriques. D'accord? Les CA vides, on sait que la tension et le courant font un angle de P sur 2. Or, la suite de tension réactive X, XI, elle fait toujours un angle de P sur 2 par rapport au courant également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend notre relation qui dit que V plus XI, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que E, V et XI ils sont en phase, sont alignés. Alignés, ils sont en phase. Donc pour IE est égal à 5 ampères, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une force électromotrice, d'après le tableau, qui est égale à 86,70 volts. Bien sûr, V il est imposé par le réseau, est égal à 127 volts. Donc dans ce cas, on va avoir I est égal à quoi? Est égal à V moins E sur X. Ça donne 12,21 ampères. Et pour l'autre courant d'excitation, IE est égal à 20 ampères, on a une force électromotrice, d'après le tableau, qui est égale à 190,75 volts. Donc dans ce cas, I est égal à E moins V sur X. Ça va donner toujours V, c'est 127, il est imposé par le réseau. Ça va donner un courant qui est égal à 19,31 ampères. D'accord? Bon, septièmement, tracer le diagramme de Benichenburg. 1 cm correspond à 20 volts. Mais avant de faire ça, notre machine synchrone, comme on a dit, il peut être utilisé soit comme moteur synchrone, soit comme alternateur. Ça veut dire génératrice synchrone. Mais ici, on va bien sûr faire, dans ce qui suit, on va essayer de la considérer comme alternateur, et que cet alternateur il débite une puissance constante de 5 kW. 5 kW. Donc, dans ce cas, tracez le diagramme de Benichenburg avec cette échelle-là, 1 cm, il va correspondre à 20 volts. Et par la suite, on va tracer ce qu'on appelle à droite d'équipuissance correspondante à 5 watts. D'accord? On va faire ça au fur et à mesure, mais avant de parler de ça, on doit faire un petit rappel. On fait un petit rappel sur les machines synchrones en général. Donc,
on va se rappeler de quelques notions qu'on doit voir, qu'on doit euh, traiter en cours. Donc la machine synchrone, c'est réversible, elle est réversible. Si on lui donne de la puissance mécanique, il nous donne de l'énergie mécanique, il nous donne de l'énergie électrique. C'est le cas de l'alternateur. Si on lui donne de l'énergie électrique, il nous donne de l'énergie mécanique, et ça, c'est le cas d'un moteur synchrone. Bon, en fait, on peut rencontrer 4 configurations de cette machine-là. On va tout d'abord parler de lorsque la machine elle est utilisée comme alternateur. Donc on a, bien sûr, pour la plupart des grandes machines, on peut négliger la résistance synchrone devant la réactance synchrone, et la relation de Benchenburg, elle peut se limiter à cette expression-là. Ça veut dire la force électromotrice est égale à la tension plus XS, ça veut dire la réactance synchrone fois le courant dans le stator, par phase statorique. Donc ça, c'est une équation qui représente une phase statorique de l'alternateur triphasé. La première configuration, c'est ça. Donc, on peut dire que la tension plus la chute de tension est égale à E. C'est ça, dans ce cas. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que E, la force électromotrice, elle est supérieure à la tension de réseau. Dans ce cas, on dit que la machine elle est surexcitée. On peut également dire que l'angle de déphasage entre courant et tension il est supérieur à 0. Ça, c'est la première configuration où E, la force électromotrice, est supérieure à la tension du réseau. Il y a la deuxième configuration lorsque la force électromotrice est inférieure à la tension de réseau. Donc, et on a toujours V plus XI, ça donne E. On dit que la machine ici, elle est sous-excitée. Sous-excitée, ça veut dire que E, il est inférieur à V. Et dans ce cas, l'angle de déphasage entre tension et courant, il est inférieur à 0. D'accord? Ça, c'est pour une génératrice synchrone. Pour un moteur, donc pour un moteur synchrone, on a cette configuration. On a également 2 configurations. On a toujours ici E est égal à V plus XI. Donc, on a cette configuration où ici, cette configuration, et on a cette configuration. On a deux configurations comme on a vu. Donc, ça c'est E, elle est supérieure à V. On dit que la machine elle est surexcitée. Et lorsque E elle est inférieure à V également, on dit que la machine elle est sous-excitée. Donc, ce sont les 4 configurations qui sont très importantes. Quelle est la différence entre les configurations moteur et alternateur? Pour le moteur, la force électromotrice est toujours en arrière de phase par rapport à la tension. Par contre, pour l'alternateur, la force électromotrice elle est en avance de phase par rapport à la tension. Donc c'est pour cela qu'on met toujours les tensions pour les forces électromotrices pour le moteur en dessous de la tension, et pour l'alternateur, les forces électromotrices ils sont en dessus de la tension. Donc on doit
On doit bien retenir ces quatre configurations parce que c'est ces quatre configurations qui vont nous permettre de tracer les diagrammes de Benichenburg pour une machine synchrone. Donc, pour nous, ici, on va prendre notre alternateur, on va relire tout d'abord la question, puis répondre à cette question. Donc, on nous a dit que l'alternateur, il débite une puissance constante de 5 kW. Bien sûr, c'est un alternateur triphasé. On peut écrire cette puissance sous cette forme-là. Donc, ça c'est... c'est quoi? C'est la racine carrée de quoi? De U fois I fois cosinus phi, bien sûr. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Donc ici, on va essayer à partir de cette équation-là, déterminer ce qu'on appelle la droite d'équipuissance. On va expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La droite d'équipuissance. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va mettre P est égal à quoi? On a P est égal à la racine carrée de 3. Donc on va multiplier cette expression par X sur X. Ça veut dire 1. La réactance synchrone sur la réactance synchrone. Comme si on n'a rien fait. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que P fois X, la puissance fois la réactance synchrone, sur la racine carrée de 3 U est égal à combien? Est égal à combien? Est égal à XI fois cosinus phi. Bien sûr, le cosinus phi, ça vient de la charge. C'est la charge qui impose ce cosinus phi. Et la charge qui impose ce courant-là. Mais on peut déterminer, malgré ça, on peut déterminer cette valeur-là. Cette valeur-là est égale à combien? Est égale à 5000 fois quoi? Fois la réactance qu'on vient de calculer, 3,3, sur quoi? Sur la racine carrée de 3 fois 220. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 43,35 volts. D'accord? Cette expression-là, on va l'appeler AC. On va l'appeler AAC. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a également V est égal à 127 volts. Et on a également, on va chercher E lorsque IN, plutôt IE est égal à 20 ampères. Donc, ça va nous donner, d'après le tableau, ça va nous donner 190,75 volts. On va également chercher xn fois i. C'est pas xn, c'est x
pardon, X fois IN. X fois IN. Qu'est-ce que ça veut dire ça? X c'est 3,3. IN, on vient de le calculer, c'est 26,29. Donc c'est 3,3 fois 26,27 qu'on a calculé. Ça va nous donner une tension de 86,69 volts. Donc, on a besoin de tous ces termes pour tracer ce qu'on appelle la droite d'équipuissance de notre alternateur. Donc, je rappelle, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la puissance. Dans cette puissance-là, il y a des termes que je ne connais pas. Donc, j'ai utilisé seulement les termes que je connais. Et j'ai écrit que Px sur la racine carrée de 3, ça va, la racine carrée de 3 de V, ça m'a donné 43,35 volts. Ceci également, c'est la tension, du réseau par phase. Ça, c'est la tension lorsque la force électromotrice lorsque le courant est égal à 20 ampères. Et enfin, la chute de tension lorsque le courant est nominal. La chute de tension est réactive lorsque le courant est nominal. Donc, on l'a trouvé ici, on l'a utilisé comme ça. Donc, et on va bien sûr prendre une échelle qui donne 20 volts pour chaque centimètre. Ça veut dire que je vais chercher AC, ça représente combien de centimètres, V, ça représente combien de centimètres, E, ça représente combien de centimètres, XN, ça représente combien de centimètres. D'accord? Si on fait tout ça, on va bien sûr maintenant passer à l'exécution de notre graphe pour déterminer l'équation d'équipuissance. D'accord? Bon, pour tracer le diagramme de Benichenbourg complet avec la droite d'équipuissance correspondante à 5 kW, donc on a déterminé cette droite. On va tracer un cercle de centre A et de rayon X, IN qu'on vient de calculer avec la même échelle. Et on va tracer un autre cercle de centre O et de rayon E20 lorsque le courant d'excitation est égal à 20 ampères. Ça veut dire cette tension-là. Et bien sûr, on va déduire la portion étude de la droite d'équipuissance, sachant que I et E, ça veut dire le courant d'excitation et I, ne peuvent pas dépasser les respectivement 20 ampères et IN. Donc on va faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a E est égal à V plus XI. D'accord? Donc, voici V, on va l'appeler OA. C'est V. Voici V. Plus XI, ça donne E. Mais comment j'ai fait? Comment j'ai fait? J'ai tout d'abord tracé le vecteur V. Donc le vecteur V, ça va me donner combien? Ça va donner combien de centimètres? Donc c'est V, c'est 6 cm,
35, 6 cm,35. Pour AC, AC c'est 43. 43, combien de centimètres? Ça m'a donné 2,15 centimètres. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cette valeur-là en centimètres, 190,75 qu'on a divisé par 20, ça va nous donner 9,53 cm. Et j'ai tracé le cercle de centre O et de rayon E20. Et j'ai tracé également un autre cercle de centre A, parce que ici OA c'est A, et de rayon XN, XIN. XIN, c'est combien? XIN, c'est 86,69 divisé par 20, ça donne 4,33 cm. 4,33 cm. Et j'ai obtenu ce graphe-là. Donc, ce graphe-là, c'est le graphe dans lequel on a utilisé la relation de Benes-Schaembourg. Donc, X V plus XI, ça donne E. Et le travail qu'on va faire, c'est que notre droite d'équipuissance, c'est cette droite-là. Mais il a un segment spécial entre C et C2. Donc notre alternateur, il va travailler seulement dans ce segment-là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il ne va pas dépasser le courant nominal, il ne va pas dépasser le courant d'excitation I20. Donc c'est comme ça, cette portion de droite, on l'appelle quoi? On l'appelle la droite, le segment étude de la droite d'équipuissance. C'est C1, C2. Donc, c'est simple. Donc, lorsque je fais ce graphe-là, je peux facilement traiter ou bien étudier mon alternateur sur n'importe quelle charge. Donc, je peux mettre je peux déterminer les forces électromotrices qui vont être entre C1 et C2. Donc c'est cette droite-là qui est la droite, bien la portion utile de notre droite d'équipuissance. On doit bien, pour réaliser ça, on ne doit pas oublier que on doit utiliser des instruments de mesure et respecter bien sûr notre échelle pour toutes les tensions, parce que ici c'est un ensemble de tensions. Ici on a pris 20 volts pour chaque centimètre. D'accord? La question suivante, c'est esquisser le graphe IE en fonction de I. Donc IE, ça veut dire, je prends une valeur de IE et je cherche quelle est la valeur de I correspondante. Le courant d'extraction et le courant le courant d'extraction, ça veut dire dans le rotor, et le courant dans le stator correspondant. Donc je vais faire pour tracer cette courbe-là, IE en fonction de I. Esquisser, ça veut dire c'est pas détailler l'étude, mais seulement donner une forme approchée de ce graphe-là.
Et finalement, pour le courant d'excitation I20, IE est égal à 20 ampères, on doit calculer le facteur de stabilité de la machine et le facteur de puissance cos phi et l'angle de décalage θ de la machine. Donc on commence par esquisser le graphe, d'accord. Pour faire ce graphe, on va utiliser seulement 3 points. On va commencer par le point C1. C1. Au point C1, C1 il appartient à ce cercle-là, donc le courant c'est 26. 26, je vais prendre 26. Donc 26, je vais tracer quelle est la force électromotrice dans ce cas, c'est E. E, c'est ici. Si je fais le traçage d'une manière correcte, je vais avoir OC1 est égal à E est égal à 70 volts. Et lorsque je vais consulter la caractéristique à vide, je vais trouver que le courant d'excitation correspondant à cette tension-là, c'est 3,7, 3,6 à peu près ampères. Donc j'ai pris le point C. Bon, je prends également le point C2. Au point C2, le courant d'excitation c'est I20. Et E est égal à 20 ampères. Donc, si je prends cette mesure, je vais avoir un XI qui est égal à 74 volts. 74 volts. Donc, si je prends ça en centimètres, je vais la convertir selon l'échelle que j'ai choisie. Je vais avoir 14 volts. Donc, I, dans ce cas, c'est quoi? C'est AC2 sur X. Ça va nous donner le deuxième point, 20 ampères, 22 ampères. Donc, IE est égal à 20 ampères et le courant dans le stator, c'est 22 ampères. Donc, ça, c'est le deuxième point. Je fais un troisième point pour finir. Donc, finalement, je prends le point C. Au point, on a AC est égal, on a déjà calculé, c'est 43, donc je vais me limiter à 43. Et qu'est-ce que je veux dire? 43 est égal à XI. Donc I est égal à C sur X est égal à 13 ampères. Et la force électromotrice, il appartient à ce segment-là, ce segment étude. Donc c'est OC. OC, je vais la voir, c'est 135 volts. Si je consulte la caractéristique à vide de cette machine-là, je vais voir que dans ce cas, IE est égal à quoi? Est égal à 9,5 ampères. Et comme ça, j'ai 3 points. J'ai pris le point C1, le point C2 et le point C. Je vais les utiliser pour esquisser la courbe IE en fonction de I. Et je vais la voir de cette manière-là. Donc finalement, je vais avoir cette courbe-là, IE en fonction de I. Je vais avoir lorsque I, le courant d'excitation est égal à 3,6, le courant dans la phase statorique est égal à 26 ampères. Lorsque le courant est égal à 9,5, le courant était de 13 ampères dans le stator. Et enfin, lorsque le courant d'excitation est égal à 20 ampères, le courant dans le stator est égal à 22 ampères. Et on obtient une courbe de cette manière-là qu'on appelle courbe de Morday. Donc les courbes de Morday sont des courbes qui représentent le courant d'excitation en fonction du courant
de stator. Donc, le courant d'excitation et le courant de stator. Donc, et on coupe ces courbes-là en deux parties. Une partie dans laquelle la machine, on peut dire que la machine elle est surexcitée, elle fournit de l'énergie réactive, et une partie où la machine elle est sous-excitée et dans laquelle la machine elle consomme de l'énergie réactive. Donc c'est ce qu'on appelle les courbes de Mordey. Donc ça c'est la réponse à la question. Et on passe aux dernières questions. Le courant d'excitation de 20 ampères, on va calculer le facteur de stabilité, le facteur de puissance et l'angle de décalage. On va faire ces trois parties ensemble dans ce qui reste de l'exercice pour conclure notre exercice et faire un autre. Donc pour le facteur de stabilité de la machine, on l'appelle S. S est égal à E20. Ça veut dire la force électromotrice lorsque l'excitation est égale à 20 ampères sur AC. Sur AC. Sur ce terme-là. Donc ça va nous donner combien? Ça va nous donner 190,75 qu'on divise sur 43,35, ce qui va nous donner 4,4. Donc le facteur de stabilité de la machine ici est égal à 4,4. Donc pour le facteur de puissance, c'est cos phi est égal à quoi? Est égal à AC sur AC2. AC sur AC2, ça donne ici, ça donne 43,35 sur 74. On peut le prendre comme en centimètres et non pas en volts. On utilise notre règle et on choisit combien ici de centimètres et combien ici de centimètres et on fait le rapport. Ça va donner vers 0,585. Ça c'est le facteur de puissance. Donc ça veut dire que l'angle il est égal à 54, cet angle-là, l'angle de déphasage. Cet angle-là, c'est le même que celui-là. Parce que ici, on a on sait que deux angles ayant les côtés respectivement parallèles sont égaux. Ça, c'est une loi dans la géométrie. Si cet angle-là, ce côté-là est pareil avec ce côté-là, c'est pas pareil, c'est perpendiculaire. Ce côté-là, il est perpendiculaire à ce côté-là. Ce côté-là, il est perpendiculaire à ce côté-là. Donc cet angle-là, le déphasage entre tension et courant, c'est le même ici. Ça donne 54,19 degrés. D'accord. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la dernière question. Quel est l'angle de décalage? Pour calculer l'angle de décalage, il faut tout d'abord calculer le sinus de l'angle électrique. Angle électrique. L'angle électrique, c'est θ E. Θ E. Donc on a sinus θ E
est égal à quoi? Est égal à AC, AC sur OC2. AC sur OC2, ça donne 43,35 sur 190,75. Ça donne combien? 0,227. Ce qui correspond à un angle électrique. Un angle électrique, θ E, est égal à 13,12 degrés. Par définition, l'angle de décalage, ça veut dire l'angle qui peut provoquer le calage de l'alternateur. On va l'appeler θ. Θ est égal à combien par définition? C'est θ E, ça veut dire l'angle électrique sur 2. Ça va nous donner un angle de décalage de combien? De 6,56 degrés. D'accord. Si donc cet état est supérieur à, donc on va bien sûr se limiter aux réponses de ces questions, à ces questions. Donc on fait point final à notre exercice. À bientôt.